quand j'étais en apprentissage et que je voyais que mon apprentissage arrivait à sa fin, il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais, qui a parlé avec mon patron et il parlait d'une personne qui avait ouvert sa boulangerie à Wellington en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai entendu la conversation et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande. C'est pour dire, j'avais vraiment jamais voyagé avant, j'avais jamais été à Paris, j'avais même pas vu Paris. Et 2 mois plus tard, je me suis retrouvé à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Et je pour parlais aller pas un bosser, mot du coup pour aller bosser, ouais. Je parlais pas un mot d'anglais. Arrivé donc dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on pouvait pas aller plus loin. Et ça m'a vraiment, ça m'a chamboulé. Donc je suis vraiment tombé amoureux du voyage et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivé à San Francisco et je sais pas pourquoi, mais toute ma vie, jusqu'à présent, j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après, quel est mon prochain pays que je vais visiter, où je vais aller visiter. Et quand je suis arrivé à San Francisco, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, c'est vraiment ici et ça va être ma maison. Je le savais au bout de 15 jours. C'est dingue, je suis arrivé chez moi, quoi. Ah ouais, c'était bizarre. Je sais pas pourquoi, c'était l'ambiance, l'esprit entrepreneurial que j'ai ressenti de suite. Il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où les gens ils se posent le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations où les gens ils étaient toujours en train qu'est-ce que tu fais, quel genre de business tu vas commencer. Enfin c'était vraiment c'est motivant quoi. Je me ressentais bien ici quoi. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup plu et au bout de 15 jours je me suis dit je partirai jamais quoi. Et 15 ans plus tard je suis toujours là. C'est dingue. Comme le disait si justement Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui dans French Expat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a embrassé l'aventure de l'expatriation avec passion et détermination. Pourtant, rien, mais absolument rien ne l'y prédestinait. Chef Max, aussi connu sous le nom de Maxime Pouvreau, est un talentueux chef pâtissier français. Alors qu'il travaille en boulangerie dans le sud-ouest de la France, une cliente entre et raconte à son patron l'histoire de ce pâtissier parti vivre en Nouvelle-Zélande. Maxime ne fait pas partie de cette conversation, pourtant il l'entend et celle-ci ne le quitte plus. Et quelques mois plus tard, on le retrouve en Nouvelle-Zélande, à travailler pour cette boulangerie. Aujourd'hui, il nous raconte son incroyable parcours de Paris vers la Nouvelle-Zélande pour terminer à San Francisco. Si vous vivez aux États-Unis, peut-être êtes-vous déjà tombé sur ces petits pots en verre, ces petits pots de crème au supermarché. Eh bien, Chef Max, c'est le fondateur de Petits Pots. Comment est-il parvenu à conquérir le cœur des gourmands outre-Atlantique ? Comment a-t-il transformé des traditions culinaires françaises en une expérience gastronomique unique dans un pays où, faut bien l'avouer, les yaourts ne sont pourtant pas rois ? Autant de questions qui ont titillé ma curiosité et auxquelles Chef Max va répondre. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je vous invite à mettre votre toque de cuisine et à vous préparer à découvrir les confessions savoureuses de Chef Max, fondateur de Petits Pots. Bon voyage! Je m'appelle Maxime Pouvreau, je suis basé à San Francisco, en Californie. Enfin, je suis plutôt à Emeryville, qui est à côté de San Francisco. Et je suis arrivé aux États-Unis en 2009, donc ça va faire presque 15 ans maintenant. Et j'ai grandi dans le sud-ouest, dans les Landes, pas très loin de Mont-de-Marsan. Mon invité vient donc du sud-ouest aujourd'hui, pourtant il n'a pas d'accent. Je l'ai un peu perdu, je suis parti il y a longtemps, je suis parti et j'avais 18 ans. Donc je l'ai un peu perdu. Ouais. Mais quand je rentre en France, au bout d'une semaine, 15 jours, l'accent commence à revenir un petit peu. Si je passe du temps avec ma famille. Ouais. Maxime Pouvreau vit donc aux États-Unis depuis 2009. Il nous le disait, il a grandi dans le sud de la France, dans un petit village, et n'a jamais vraiment eu accès finalement au voyage en grandissant. Alors, à quoi ressemblait sa vie avant 2009 ? Cette année charnière qu'il conduira aux États-Unis.
Alors, avant 2009, j'avais quand même beaucoup voyagé. Je suis parti de la France à 18 ans. Je suis parti en Nouvelle-Zélande. Et j'ai voyagé pas mal en Nouvelle-Zélande, après en Angleterre, autour du monde. Je peux rentrer dans les détails, mais donc j'ai d'abord commencé à voyager un peu partout et je suis arrivé ensuite en 2009 à San Francisco pour suivre une fille avec qui je suis tombé amoureux, que j'ai rencontrée à Paris, une américaine qui était de Santa Cruz. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est donc une histoire de voyage, certes, d'amour des beaux produits et de pâtisserie. Maxime a commencé ses études afin de devenir chef pâtissier à l'âge de 15 ans. Et vous allez voir qu'en fait, la suite de son aventure à travers le globe tient à son talent, sa détermination, c'est sûr, mais aussi et presque surtout à des rencontres. Des rencontres un peu au hasard de la vie, des rencontres qui ont changé la sienne. Donc j'ai commencé un apprentissage dans le petit village où j'habitais, à Saint-Sevé, dans la boulangerie-pâtisserie du village. J'ai commencé à 15 ans et j'ai bossé là-bas en tant qu'apprenti jusqu'à mes 18 ans à peu près. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais du coup ton attachement au voyage peut-être avant de partir vivre aux États-Unis? Comme tu le dis, il y a eu une grande part en fait de la découverte du monde. Enfin, d'où te venait cet attrait, mis à part avoir suivi cette fille en 2009? Quand j'étais en apprentissage et que je réfléchissais je voyais que mon apprentissage arrivait à sa fin. J'avais à peu près 17 ans, 18 ans, et il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais, qui a parlé avec mon patron, et il parlait d'une personne qui avait ouvert sa boulangerie à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai entendu la conversation, et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande, et c'est pour dire, j'avais vraiment jamais voyagé avant. J'avais jamais été à Paris. J'avais même pas vu Paris. Et 2 mois plus tard, je me suis retrouvé à Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Et je Pour parlais aller pas un bosser mot du coup, ou pour aller bosser, apprendre avec pour aller la bosser, personne? ouais. D'accord. Ouais, je parlais pas un mot d'anglais. Et donc je me suis retrouvé là-bas et c'est arrivé donc dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on pouvait pas aller plus loin. Et ça m'a vraiment, ça m'a chamboulé. Donc je suis vraiment tombé amoureux du voyage et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. D'accord, ok. T'es resté combien de temps à ce moment-là sur place? 1 an. D'accord. Ah ouais, donc quand même, c'est pour tout plaquer en 2 mois pour partir vivre là-bas. Ouais. D'accord. Ok. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris parce que j'avais vraiment jamais voyagé avant et donc Et tu l'avais jamais envisagé? Je l'avais jamais envisagé non plus. J'ai eu cette opportunité. Moi, quand on m'a parlé de Nouvelle-Zélande, je pensais qu'il faisait beau et chaud. Bon, c'était pas forcément le cas. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même c'est assez près du pôle sud, donc c'est un peu frais. Mais je sais pas, j'ai eu cette occasion, cette opportunité, je l'ai prise et puis ça m'a complètement transformé. Ouais. Génial, d'accord. Et donc du coup, tu disais que tu parlais pas un mot d'anglais. T'as appris l'anglais sur place? Sur place, c'était une catastrophe. Les 3 premiers mois, c'était vraiment, vraiment dur. J'en ai pleuré. Mais bon, parce que j'étais jeune, hein, donc j'avais vraiment 18 ans. J'avais 3 mots d'anglais. Et bon, c'est arrivé. Hein, ça s'est fait petit à petit. Et puis au bout de 6 mois, vraiment, tu commences à pouvoir avoir des conversations. Et puis bon, maintenant, je suis bilingue, il n'y a pas de problème. Mais c'était dur au début. Ben oui, j'ai écouté une interview de toi en anglais. Très bel accent en plus. Merci. Est-ce qu'en tant que Français, et d'autant plus quand on travaille dans des choses où on met en valeur la France, des fois on cultive un peu notre accent français, et j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas. Non, disons que j'aime bien pouvoir... j'aime pas ressortir du lot juste pour mon accent. Je préfère essayer de C'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé, du coup, l'accent? Non, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait naturellement? Ouais, naturellement, ouais. Okay. Moi, 15 ans après, j'ai beau essayer... Je parle anglais, il n'y a pas de problème. Alors l'accent, on sait tout de suite que... On ne sait pas forcément d'où. Les gens pensent que c'est plus près, genre les Caraïbes et tout, mais on est un peu... Non, moi, c'est pareil pour moi. Hein. J'ai quand même encore un accent. Hein. Je ne veux pas me leurrer non plus. Hein. Mais c'est vrai que les gens, ils n'arrivent pas à savoir d'où je suis. Ouais, c'est ça. Tout de suite, ouais. C'est bien, on brouille les lignes. C'est bien, exactement. Exactement. Donc du coup, tu es en Nouvelle-Zélande, à Wilmington. Et là, en fait, à ce moment-là, donc, tu es chef pâtissier déjà? Ouais, je suis pâtissier dans une boulangerie-pâtisserie locale. Ouais. D'accord.
Donc du coup, tu n'as pas forcément de contact client aussi en tant que pâtissier ou... Non, là Ouais. c'est vraiment dans une boulangerie, je suis dans le labo à bosser à partir de 2h du matin jusqu'à 9h le matin ou 10h le matin. C'était vraiment bosser la nuit, c'était assez costaud. Et donc j'ai bossé là-bas dans cette boulangerie pendant presque 10 mois ou 9 mois. Et ensuite je me suis acheté une voiture et j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en voiture, en restant dans ma voiture. C'était sympa. D'accord. Trop bien, d'accord. Donc du coup, à l'issue de cette première expérience, tu rentres en France ? Je rentre en France pour l'été et donc je me suis retrouvé en France et c'était vraiment un reverse culture shock, je sais pas Ah comment ouais, dire ça en d'accord. français. Un Ouais, premier choc culturel de rentrer chez toi et te dire waouh. Ah ouais, le choc culturel était plus profond en rentrant en France que toi Que en quand on allait partant en en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah ouais, Ouais. comment t'expliques ça ? Qu'est-ce qui t'a choqué ? Mais je sais pas. Ça m'a un peu, disons que ça m'a vraiment transformé la Nouvelle-Zélande, d'arriver dans une ville super cosmopolitaine avec des cultures de partout et puis retourner dans mon petit village de France où bon bah c'est assez uniforme. Ça m'a fait ça me T'as fait des bizarre. doubles extrêmes, quoi. T'as la langue, la culture, etc. Mais t'as aussi dossé de la ville au petit village. J'imagine que ça Exactement. change beaucoup de choses. D'accord. Et puis t'as pas la même vie. Enfin, je sais pas si t'as déjà fait ce parallèle, mais je trouve qu'on n'est pas forcément la même personne aussi quand on vit à l'étranger. Pas qu'on est complètement un nouveau personnage, mais je veux dire, t'as ta famille et je suis tout seul. Il faut que je me réinvente, il faut que je me lance, C'est etc. ça. On n'est pas les mêmes personnes exactement. Complètement. Et donc je suis arrivé retourné en France cet été-là et donc j'ai fait une saison en bossant sur la côte. Mhm. Dans une boulangerie et là enfin j'avais juste une chose en tête, c'était comment est-ce que je repars. Qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, c'est quoi la prochaine destination. Et donc là c'était encore le début de l'internet et donc j'étais sur internet, je cherchais des jobs un peu partout et donc j'ai trouvé un job en tant que chef pâtissier dans un hôtel en Angleterre, à Exeter. D'accord. C'est dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Joli climat, sympa. Ouais, exactement. Et donc, je me suis retrouvé en Angleterre et j'ai bossé dans un super resto. C'était là vraiment ma première expérience dans la restauration. Et j'ai commencé à bosser là-bas et j'ai bien aimé. Et c'était bien parce que en tant que chef pâtissier, j'avais un salaire qui était vraiment sympa avec le pound, la livre, qui était assez élevé dans le temps. C'était quoi ça? C'était en 2003, un truc comme ça. Ou 2004. Et donc, ça me permettait de faire pas mal d'économies. Et j'ai rencontré une fille, encore une fois. Et donc, je suis tombé amoureux et on s'est dit qu'on allait économiser. Et on a fait un tour du monde, en fait. On a économisé et on est parti en sac à dos faire un tour du monde pendant un an. Ah oui, donc de Maxime n'a jamais quitté son petit village, n'est jamais monté à Paris, à je fais la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le tour du monde. Ouais, c'est une nouvelle personne là. Complètement. Non, ça m'a transformé ce voyage en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc on est parti en sac à dos, on a fait toute l'Asie du Sud-Est, l'Asie principalement, et puis ensuite on est reparti en Australie, en Nouvelle-Zélande pendant un an. Et voilà, c'était grandiose, enfin c'était génial, quoi. Vraiment Ouais. génial. Ton entourage, tes proches qui étaient restés en France, vous avez eu l'occasion de reparler un peu de cette métamorphose? C'est Ils étaient c'est surpris toujours un ou... peu surpris, mais en même temps ouais, si, assez surpris, ouais, assez surpris. Disons que mes grands-parents ont pas mal voyagé dans leur vie et donc je pense que ça vient de quelque part. Ça doit sûrement venir de là. Mais c'est vrai que, enfin, mes potes et puis mes parents étaient un peu choqués, mais je pense que ils étaient assez fiers et puis ils m'ont laissé faire, quoi. En fait, là, je commençais à me dire pendant ce tour du monde, je me suis dit, il faut vraiment que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux faire de ma carrière. Et donc là, je me suis dit, il faut vraiment que j'étais encore très passionné de la pâtisserie et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'apprendre des meilleurs. Et le meilleur endroit pour apprendre des meilleurs, c'est Paris, quoi, en pâtisserie. Et donc, on s'est dit, enfin voilà, on rentre à Paris. Et là, j'ai bossé dans des grands restos et des palaces à Paris. Et c'est pour vraiment Te perfectionner? me perfectionner sur mon savoir-faire et tout ça. Et donc, j'ai vraiment bossé dur. Et je me suis dit, bon, Paris, c'est le meilleur endroit. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Paris. Et c'est là que tu as bossé donc, pour des dans des restaurants Michelin Voilà, exactement. Étoilés Michelin, ouais. Étoilé Michelin, donc j'ai bossé à l'hôtel Le Meurice et chez Sanderins
ancien Lucas Carton. Donc, voilà. D'accord. Et Génial. donc ça, c'était une super expérience. Ouais. Et puis apprendre et connaître Paris aussi, parce que donc j'étais parti Ouais. de la France à 18 Si loin. ans et j'étais jamais allé à Paris. Donc c'était ma première fois à Paris. Et c'était génial, j'ai adoré Paris d'ailleurs. T'as passé combien de temps là-bas? Donc on a à peu près 1 an et demi. Et c'est là où, au bout d'1 an, je me suis dit, j'aimerais bien repartir à l'étranger quand même. et puis donc je suis tombé amoureux d'une Américaine et donc je me suis retrouvé aux États-Unis. D'accord. Ça a été dur de te convaincre? Enfin, raconte-moi, tu peux pas me dire comment t'as traversé l'Atlantique en 2 secondes. Si. Ça a été aussi simple que ça? Ah ouais. Non, mais l'avantage d'être... C'est ça la beauté de la pâtisserie et de la cuisine en général, c'est qu'on peut trouver du travail partout, quoi. Donc j'avais vraiment aucune inquiétude pour trouver du boulot. Et donc quand ma copine à ce moment-là, elle m'a dit moi j'ai fini mes études, il faut que je rentre aux États-Unis. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Pour moi, il n'y a pas de problème. C'était quoi. une décision facile à prendre, quoi. Mais t'as Très quand même facile. l'immigration, enfin, pour pouvoir bosser aux Oui. États-Unis. Certes, il y a du boulot, mais Non, mais voilà. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé pendant 15 jours en vacances. Et j'ai tapé la porte à tous les restos étoilés de San Francisco. Et il y en a un qui m'a pris. Et donc ensuite, on a fait les paperasses pour avoir un visa. ah ouais, donc ils ont pu te sponsoriser. Exactement. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 mois après, j'ai eu mon visa et puis je suis arrivé ici. C'était rapide à l'époque. Oui, exactement. Ouais, D'accord. c'est plus la même chose. Donc nous voilà en 2009. Donc tu trouves un job donc chez un étoilé à San Francisco, donc dans un restaurant français. Un restaurant pas français, ça. Ils appellent ça cuisine californienne. Donc ils utilisent des produits locaux, vraiment poussés sur tout ce qui est fruits et légumes, mais avec des techniques à la française quand même. Donc c'est un restaurant haut de gamme, donc ils utilisent des techniques françaises, mais avec des produits super locaux, et donc ils appellent ça la cuisine un peu californienne. Et alors comment se passe? C'était ta première fois aux États-Unis? C'était ma première fois aux États-Unis. Enfin ma deuxième fois après j'étais venu 15 jours, mais c'était ma première fois vraiment. Ouais. Ta première expérience? Ma première expérience. Et je suis arrivé à San Francisco et je sais pas pourquoi, mais toute ma vie, jusqu'à présent, j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après, quel est mon prochain pays que je vais visiter, où je vais aller visiter. Et quand je suis arrivé à San Francisco, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, c'est vraiment ici et ça va être ma maison. Je le savais au bout de 15 jours. C'est dingue, je suis arrivée chez moi, quoi. Ah ouais, c'était bizarre. Je sais pas pourquoi, c'était l'ambiance, l'esprit entrepreneurial dont les gens ils ont dans la Silicon Valley. Que tu as ressenti tout de suite? Que j'ai ressenti de suite quand il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où les gens ils se posent le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations, les gens ils étaient toujours en train qu'est-ce que tu fais, quel genre de business tu vas commencer, enfin c'était vraiment c'est motivant quoi. Et donc je suis arrivé ici, il y avait ça et puis aussi l'esprit super libéral progressif de San Francisco je me ressentais bien ici quoi. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup plu et au bout de 15 jours je me suis dit je partirai jamais quoi. Et 15 ans plus tard je suis toujours là. C'est dingue que tu l'aies senti, que tu l'aies su comme ça. Là, moi, par contre, j'ai un gap dans mes recherches entre 2009 et 2014. Raconte-moi un peu à quoi ressemblent tes premières années du coup à San Francisco. Tu sais que tu es chez toi. Comment est-ce que tu t'installes? Comment est-ce que tu t'y prends? Comment tu te sens? Ouais, donc ça, là, entre 2009 et 2014, c'était vraiment comment est-ce que je peux rester aux États-Unis niveau visa. Parce que tu avais un visa qui était dépendant du restaurant dans lequel tu bossais. C'est ça, et c'était juste 1 an et demi. C'était un visa J1, c'est juste 1 an et demi, c'est un visa de training. De stage, non? De stage, exactement. Stage ou training. Et donc ensuite, au bout d'1 an, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans 6 mois? J'ai envie de rester ici. Et la seule solution que j'ai eue, en fait, c'est de me mettre de faire des études, en fait. Donc je me suis inscrit dans une école pour faire... à ce moment-là, je savais que je voulais ouvrir une entreprise. Et tout le monde m'a dit, fais des études de commerce, fais des études de business. Et donc, je me suis mis dans une école et ça m'a permis d'avoir un visa, en fait. D'accord. Un visa F1, du coup, d'étudiant. Exactement.
Et C'est marrant parce que dans la saison 4, j'ai interviewé un autre pâtissier, Julien Renaud, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter cet épisode, qui est à Denver et dans la pâtisserie, et il a commencé en Californie et il a eu un début un peu similaire où c'est dur d'avoir le visa. Finalement, il a pris un crédit à l'université pour pouvoir avoir le visa étudiant. D'accord, ouais. Ouais, bah c'est exactement ce que j'ai fait. D'accord. Mais bon, c'était compliqué parce que t'as pas le droit de travailler. Donc, c'était pas facile financièrement. Surtout à San Francisco, qui est une ville très très chère. Exactement. Donc, j'ai pu faire 2-3 boulots on the side. Mais bon, ça, c'était pas facile. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. En fait, j'ai rencontré une famille qui m'a pris sous leurs ailes, en fait. Et donc, en fait, je suis devenu cuisinier à la maison pour eux, privé. Et ils m'ont logé, nourri. Et donc, ça me permettait de faire mes études en même temps et de pas m'inquiéter pour le loyer. Et je leur faisais à manger. Et c'est devenu ma famille adoptive, en fait. Je leur dois génial. tout. Ouais. Ah, c'est dingue. Et donc, du coup, en fait, c'était un échange de services, donc c'était pas considéré comme un travail. Exactement. Tu pouvais faire ça. Ah, c'est génial. Et comment tu les as rencontrés, ces gens-là? Alors, c'est un peu compliqué, mais donc j'avais une amie à Paris qui faisait ses études que j'ai rencontrée là-bas, qui était américaine et qui est aussi cuisinière. Elle faisait des études à Paris, mais elle est américaine. Elle faisait ses études de cuisine là-bas. Et je l'ai rencontrée là-bas. Et ensuite, elle est venue à San Francisco me voir pour se rencontrer. Et puis, elle me dit, est-ce que ça te dit de venir faire un repas chez ma tante? Et en fait, c'était sa tante, en fait. Et donc, j'ai rencontré sa tante à Berkeley. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'est dingue. Et donc, parce que de chef pâtissier à cuisinier, en plus privé, c'est quand même pas le même boulot, c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose, mais bon, en même temps, quand j'étais à Paris, j'ai aussi bossé en tant que cuisinier pendant 6 mois dans un resto. J'avais appris un petit peu la cuisine. Bon, après, j'ai toujours vécu un petit peu dans une casserole depuis que je suis tout bébé, donc je savais me servir. Enfin, je savais cuisiner un petit peu quand même. Je suis pas non plus le meilleur cuisinier du monde, mais bon, j'arrive à me débrouiller. Tes parents sont dans la cuisine ou comment ça se fait que tu aies été exposé à la cuisine comme ça? Mon père est charcutier et puis toute ma famille, on aime bien manger, donc il y a toujours de la bonne bouffe à la maison. Ouais. Trop bien, d'accord. Donc en fait, c'est cette famille donc t'a permis de rester, t'a permis d'envisager ton avenir sur San Francisco de manière plus sereine. Exactement. Et de te projeter vers la suite. Du coup, t'es resté combien de temps à travailler chez eux? Longtemps, 8 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, à ce stade-là, tu fais partie de la famille, clairement, quoi. Complètement. D'ailleurs, leur fils quand j'ai déménagé chez eux, il avait 13 ans. Et maintenant, il en a 27, 26. Et il habite chez moi. on vit ensemble. Donc, échange de bons procédés. Exactement. Non, c'est devenu ma famille adoptive, ouais, complètement. Au cours de mes recherches, je vous le disais, j'ai trouvé assez peu d'informations sur le parcours de Maxime entre 2009 et 2014. 2014, je le sais, c'est l'année au cours de laquelle Maxime a fondé l'entreprise Petit Pot. Mais entre-temps, si mes calculs sont bons, son travail en tant que chef privé dans cette fameuse famille californienne l'amène bien plus loin que 2014. Je le laisse éclaircir tout ça. C'est chez eux que Petit Pot a commencé. Une fois que j'ai fini mes études, j'avais cette idée de lancer une entreprise. Donc pendant mes études, il fallait qu'on fasse un business plan. Et donc j'ai fait un business plan sur une pâtisserie boulangerie. Dans ma tête, depuis que j'étais gamin, je me suis dit un jour j'aurai ma boulangerie-pâtisserie. Le problème, c'est que pour commencer une boulangerie-pâtisserie, il faut quand même des fonds. Et donc j'avais pas d'argent, mais j'ai eu cette idée après être rentré de France. Il y a une boîte en France à Paris qui s'appelle Bocaux, B-O-C-O, où ils faisaient des plats préparés dans des bocaux en verre. Ah ouais. Et donc où il y avait une consigne sur le pot, et tu ramènes le pot, tu récupères c'était 1 euro je crois pour le pot, un truc comme ça. Et je trouvais que cette idée, ce concept était super sympa. Et donc j'ai lancé ça en tant que traiteur en 2013 en fait. D'accord, donc des bocaux de plats salés, du coup, cuisinés. Donc c'était entrée, plat, dessert. Donc c'était une entrée, plat, dessert pour 20 euros, je crois. Et c'était pour le déjeuner, pour le lunch. D'accord. Et j'ai lancé ça.
dans les bureaux, en fait. Il y avait des bureaux à San Francisco, j'essayais de vendre ça. Et ça, les gens aimaient, mais c'était pas non plus mirambolant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un magasin à San Francisco, un petit magasin qui s'appelle Rainbow Grocery, qui ont accepté de prendre mes produits, donc les plats et les distribuer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le salé, ça se vendait, mais j'avais des desserts dans des petits pots en verre aussi, donc qui faisaient partie du set. Les gens voulaient que ça. Et voilà, ça décollait, quoi. Ça a explosé. Ah d'accord, donc il te restait pas mal de salé, mais il restait plus du tout de dessert. Exactement. Et là, ça a été ding ding. Exactement. Et puis je me suis dit, attends, je suis pâtissier d'origine. Enfin, je suis pâtissier, je suis pas cuisinier. Et donc, j'ai arrêté tout le salé et j'ai focalisé sur les desserts. D'accord. Et là, c'était la naissance de Petit Pot. Alors, est-ce qu'on peut peut-être décrire ce que c'est Petit Pot ? Oui. Ça n'a rien à voir avec les petits pots pour les enfants. Non. Donc, Petit Pot, c'est des desserts, des crèmes desserts. Donc, pot de crème, crème brûlée. Comme on a en France, il y a la laitière. En France, il y en a partout des desserts. On a l'habitude, mais aux États-Unis, il y a vraiment rien. Ils ont ici, il y a des jello, ils appellent ça. C'est de la gélatine. C'est rouge fluo, jaune fluo. Et ici, il y a pas grand-chose. Et donc, j'ai vraiment lancé ça. Et donc, on a une gamme de desserts. On a un pot au chocolat, un pot à la vanille, on a un riz au lait. À la pistache. On a un pot à la pistache. Le meilleur, bon. à la pistache. et voilà. Et on a aussi, maintenant, on a lancé une crème brûlée, des cheesecakes. Et tout ça, c'est dans des pots en verre. D'accord. Qu'on fabrique nous-mêmes dans notre usine ici à San Francisco. Ouais. Alors, tu as dit un truc sur lequel je pense que ça peut être intéressant de revenir aussi, c'est que tu dis effectivement ici, il y a des jello, donc ces espèces de trucs gélatinés qu'on retrouve dans les soirées étudiantes pour faire des shots. Et qu'on retrouve, exactement. Ils servent ça aussi à l'hôpital après, genre les opérations de dents de sagesse quand on peut pas mâcher. Enfin voilà, c'est pas, ça n'a pas beaucoup de goût. Nutritionnellement, je pense que c'est assez proche de zéro, mais bon, je sais pas. Mais de manière générale, à part ça, l'offre des yaourts, enfin, il n'y a pas une culture du yaourt. Quand tu vas en France, tu arrives dans le rayon, le nombre d'expats qu'on voit sur Instagram qui vont te faire une visite du rayon produits laitiers à Carrefour. C'est le premier endroit où ils veulent aller quand ils arrivent en France et ça fait sourire les gens. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on a ici, on n'a pas grand-chose, quoi. Du coup, c'est quand même osé et presque risqué aussi en fait de lancer du coup un business autour. Alors, c'est pas du yaourt, mais de la crème, des petits pots de crème, dans un pays qui a pas cette culture en fait du dessert au quotidien. En fait, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'y ai pas vraiment réfléchi en fait à cette question. J'ai lancé mon entreprise de traiteur, plus ou moins. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les desserts, ça a explosé. Et donc, je me suis pas dit, ah ben non, mais les desserts, il y en a pas ici, donc ça risque pas de ne pas se vendre. Enfin, c'est juste que ça se vendait, donc pourquoi pas continuer, quoi. Et donc ça s'est vraiment fait de fil en aiguille et non, mais c'est vrai que j'y pense maintenant. Enfin j'y pense régulièrement. Mais c'est pourquoi est-ce que personne ne l'a fait? Et en regardant l'histoire, il y a pas mal de gens qui ont essayé. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents. Et nous, on est toujours là et ça tourne, donc on est content, quoi. Trop bien. Alors tu te lances tout seul initialement en 2014? Ouais. Tout seul. Et tu cuisines où? Alors, il te faut des cuisines communautaires ou il y a un concept de... Je sais pas si ça existe en France peut-être d'ailleurs, mais un peu comme des espèces de coworking, mais pour des cuisines? Oui, donc au début, en fait, je travaille dans un resto à mi-temps. Et donc, j'ai utilisé leur cuisine pour développer le produit, en fait. Donc, quand ils ont été gentils de me louer leur cuisine la nuit quand le restaurant était fermé. Et donc, j'ai développé le concept et Petit Pot là-bas. Et donc, les 6 premiers mois, ça s'est fait là-bas. Et quand j'ai vu que ça commençait vraiment à décoller, j'ai loué une cuisine, commercial kitchen, ils appellent ça, où on partage ça avec d'autres entreprises. Et donc, c'est là où, après, on a fait ça pendant presque 1 an de plus. Et ensuite, après ça, pareil, encore, on grossissait assez rapidement, donc on ne pouvait plus rester là-bas. Ensuite, j'ai pris une petite cuisine. C'était un ancien Domino's Pizza. Ah oui, d'accord. Et donc, ça faisait quoi? Ça faisait 100 mètres carrés, un truc comme ça. Et donc, on était là-bas après pendant presque 2 ans, jusqu'en 2019. Donc là-bas, on avait notre propre petit labo, mais ça restait encore très artisanal. Et petit à petit,
on essayait d'automatiser le système. Donc au début, c'était vraiment, on remplissait avec des pichets dans les petits pots en verre et on fermait à la main. Et petit à petit, on a investi dans des machines pour pouvoir automatiser le process. Et ensuite, en 2019, on a déménagé donc à Emeryville, qui est de l'autre côté du pont. Et là, on a pris un bâtiment beaucoup plus grand, qui fait 2000 mètres carrés. Et là, c'est là où on est aujourd'hui. Et là, on a vraiment explosé au début. Le bâtiment, je le sous-louais à d'autres personnes. Donc comme ça me permettait de payer le loyer parce qu'on est passé d'un loyer à 10 fois plus gros d'un seul coup. Donc c'était beaucoup, ça faisait un peu peur. Et donc je le sous-louais à d'autres petites entreprises et maintenant on a le bâtiment à nous tout seuls. Ouais. Vous êtes combien maintenant chez Petit Pot? On est 40. Donc en 2019, c'est là où j'avais l'impression d'être complètement débordé. Le déménagement, c'était très compliqué. J'en pouvais plus. Et donc, en 2019, j'ai embauché un monsieur qui s'appelle Eric Lalard, qui est venu en tant que COO, donc Chief Operating Officer. Et lui, son background, c'est il a bossé dans des grosses boîtes dans l'agroalimentaire comme Danone. Et donc, il a beaucoup d'expérience dans ce milieu. Moi, en tant que chef pâtissier, là, ça devenait vachement industriel et ça devenait assez gros et j'avais pas du tout l'expérience. Et donc, il est arrivé en tant que CEO. Et au bout de 2 ans, il a pris les rênes et maintenant, il est devenu le CEO de l'entreprise. Donc moi, je fais toujours partie de la boîte, mais c'est lui qui gère le quotidien. C'est lui qui gère tout, quoi. Le quotidien. Ouais. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris cette décision de te dire, OK, j'arrête le salé? Enfin, tu vois, est-ce que tu te souviens de cette prise de conscience? Comment ça s'est passé? Pas vraiment. Laisse-moi réfléchir un peu, mais je me rappelle que faire le salé, ça demandait énormément de boulot. Et la DLC était super courte. Donc c'est genre 3 jours. Donc et le temps desserts, pendant lequel on peut le manger. Exactement. Après l'avoir fabriqué, et combien de temps Et donc, quand je me suis rendu compte que maintenant j'allais faire de la grande distribution, bosser avec les supermarchés, il fallait toujours bosser pour avoir une DLC plus longue possible. Et donc, pour les desserts, c'était relativement facile d'avoir au moins 3 semaines, 4 semaines. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a 3 mois. Mais parce que pour la distribution des États-Unis, tu es obligé d'avoir une DLC qui est super longue parce que le pays il est tellement immense. C'est un pays continent, quoi. Exactement. En France, c'est différent. C'est pour ça qu'on a des desserts en France dans les supermarchés qui sont super élaborés. C'est parce que là, ils ont des DLC qui sont vachement plus courtes, genre 3 semaines. Ici, c'est impossible de survivre avec une DLC de moins de 2 mois. Bref, tout ça pour dire que le salé, c'était super compliqué, les DLC étaient super courtes. Je voyais le dessert avec des DLC plus longues. Bon, pour moi, il n'y avait pas photo, quoi. À quel moment est-ce que tu as lâché du coup ton boulot dans le restaurant? Comment tu as pris cette décision? Parce que j'imagine qu'il faut que tu lances un peu la machine, que tu vois si ça continue et te plaire et de marcher. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? J'ai vu qu'au bout de 6 mois, Petit Pot, ça commençait à prendre de l'ampleur et je pouvais plus le faire tout ça tout seul. C'est vachement rapide quand même. Ouais, ça a décollé assez rapidement. Ouais. Et parce qu'il faut les faire. C'est pas comme une boîte en tech où t'as un logiciel. Tu peux bosser sur ton ordinateur. Ici, c'est un produit physique. Tu vois, faut vraiment le fabriquer. Et donc ça commençait à prendre du temps et donc je pouvais plus me permettre de faire le travail dans le restaurant. Et j'ai de la chance. Ça, je le dirai plusieurs fois, mais j'ai eu de la chance de ne pas avoir à payer de loyer grâce à cette famille. Où donc tous les soirs je leur faisais à manger, mais ça prenait du temps, mais bon, c'était quand même, ça restait que quelques heures par jour, donc je pouvais faire autre chose. Mais bon, au bout de 6 mois, le resto, c'était plus viable. D'accord. Ah oui, donc du coup, en fait, c'est vrai qu'en fait, d'être dans cette famille, ça t'a permis de pas avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire voilà, si ça marche pas, je fais quoi? Je suis à la rue. C'est... Exactement. Non, cette famille, c'est vraiment grâce à eux qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Non, c'est clair. Un peu tes anges gardiens, là. Ouais, complètement. Est-ce que tu penses que être à San Francisco, qui est une ville, et d'autant plus au moment où tu te lançais,
On est en pleine Silicon Valley, c'est une ville en ébullition. Aux États-Unis, de manière générale, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, ça veut pas dire que l'entrepreneuriat est facile, mais tenter des idées, c'est quelque chose qui est très encouragé, très mis en valeur. Est-ce que tu penses que justement vivre à San Francisco, en fait, c'est quelque chose qui t'a peut-être encore plus poussé en fait dans ce sens-là? Est-ce que tu penses que tu te serais lancé dans un autre coin du monde? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est sûr. Non, mais ça, c'est ce que je disais aussi quand donc, je suis arrivé à San Francisco. Juste en étant un samedi après-midi dans un parc, et tu le ressens, qu'il y a ce sens de l'entrepreneuriat et que tout le monde d'ici a envie de lancer une entreprise. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu le ressens vraiment et ça motive. Et donc, non, je sais pas pourquoi c'est comme ça ici. Enfin, il y a la Silicon Valley, donc c'est sûr que ça aide. Mais c'est vrai que par rapport à la France, c'est vraiment pas le même feeling sur ce genre de truc. Et c'est sûr que j'aurais pas pu le faire ailleurs. Et que San Francisco, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer, oui. Et du coup, ton diplôme c'était quoi? C'était en marketing, tu m'as dit? C'était en business, general business administration, ouais. D'accord. Non, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris des cours de comptabilité, de management, de marketing. Bon, ça te donne pas tout, hein, mais ça m'a donné certains concepts, surtout en compta, que je n'avais pas du tout. Et donc, ça m'a aidé, c'est sûr. Puis ça m'a aidé à réfléchir. C'était quoi? C'est un MBA ou? Non, c'était un undergrad. C'était pour... un bachelor? Ouais, c'était même pas ça, c'était un AA. Et c'est parce que c'était dans un community college à Berkeley. D'accord. Bon, c'est bien en même temps, parce que les études sont très très chères aux États-Unis. Exactement. Ça permet d'être un peu plus abordable. C'était qu'est-ce que je peux faire le moins cher possible pour pouvoir avoir un visa. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, ça s'est avéré utile pour le reste. Exactement. De l'aventure. J'aime bien regarder un peu l'évolution en fait de ce projet entrepreneurial que tu vis maintenant au quotidien. De cette prise de conscience de dire ok, on va faire des desserts en pot de verre, on va faire que ça en 2014 à aujourd'hui, je te trouve à Costco, à Whole Foods, il y en a certainement plein d'autres auxquels je pense pas. On te retrouve un peu partout aux États-Unis. Comment a évolué en fait peut-être ta vision, tu vois des choses et comment en fait est-ce que ton histoire justement a influencé peut-être cette vision? Disons que au début, c'était comme j'avais aucune expérience sur le marché américain et que ça s'est fait petit à petit. Au début, j'avais un petit peu comme des œillères d'un cheval. Je voyais que ce que je connaissais et puis petit à petit, je me suis rendu compte de l'ampleur du marché et du potentiel. Et donc c'est là où je me suis dit bon le produit a évolué en fait. Au début, le produit était vraiment c'était un petit dessert avec plein de couches différentes. Ah oui, d'accord. C'était vraiment différent. Au début, au début, c'était genre, imagine une mousse au caramel salé avec une compotée de framboises, un petit dessert que tu pourrais trouver dans une pâtisserie en France. Ouais. Avec la croissance de l'entreprise et en me rendant compte qu'il faut vraiment avoir une DLC qui est beaucoup plus longue, le dessert s'est simplifié. Donc au bout de 1 an, en fait, j'ai simplifié pour faire une gamme de pots de crème avec de la chantilly sur le dessus, en fait. Comme un liégeois en France. D'accord, ouais. Et ça a simplifié le truc pour pouvoir scaler, comme on dit. Mais ça restait encore compliqué parce que je faisais la chantilly à la main, je la mettais à la main. Et la chantilly, au bout de 3 semaines, des fois, ça sentait un peu le fromage, ouais. Et donc, c'était genre 1 an après ça, donc 2 ans après avoir lancé l'entreprise, j'ai pris cette décision qui était une décision, ça me paraissait insurmontable à ce moment-là, c'était d'enlever la chantilly. J'avais peur que les clients soient super déçus et qu'en enlevant la chantilly, je perde tous mes clients. Mais j'avais pas le choix parce qu'en voulant sortir de la Californie géographiquement pour pouvoir vendre le produit, j'avais pas le choix. Et donc j'ai enlevé la chantilly et finalement, bon, il y a quelques clients qui se sont plaints, mais ça n'a pas... au contraire, ça m'a aidé... Non, au contraire, ça m'a aidé à scaler plus rapidement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a grandi géographiquement avec Whole Foods. Donc, on est rentré chez Whole Foods en Californie du Nord. Et ensuite, Whole Foods nous a permis de rentrer dans leur région petit à petit. Donc ça a pris 3 ans. Et donc, ça nous a vraiment propellé l'entreprise, quoi, propulsé. Et donc,
c'est vraiment, on leur doit tout à Whole Foods pour l'entreprise, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu grossir. D'accord. Et c'est bien parce qu'ils vous ont jamais imposé d'exclusivité, genre ne retrouver Petit Pot que chez Whole Foods. Non. Parce qu'ils auraient pu, quand ils sentent que t'es dépendant. On le fait avec eux quand on lance des nouveaux produits. On leur donne une exclusivité de quelques mois. Mais c'est tout. Et ça, c'est assez normal d'ailleurs. De chef pâtissier, du coup, à faire des pots de crème, enfin, on est d'accord que c'est pas exactement le même métier. Non, pas du tout. Est-ce que tu fais encore de la pâtisserie aujourd'hui ? Oui, à la maison. J'adore cuisiner, j'adore faire des pâtisseries à la maison, et donc j'aime bien faire ça à la maison, mais je suis assez content de ne plus bosser dans la restauration, honnêtement, parce que c'est fatigant, c'est dur physiquement, et je suis assez content de pouvoir être là où je suis aujourd'hui et pouvoir faire des desserts à la maison dans mon propre temps, quoi. C'est un luxe, quoi, finalement. T'as le temps C'est de un le luxe, exactement, exactement. de ce métier de chef pâtissier à ces pots de crème qui deviennent, alors j'espère que c'est pas péjoratif la manière dont je dis, mais qui deviennent industriels, puisque forcément vous vous développez, vous devez gérer les échelles pour couvrir tout le pays. Enfin, je veux dire, t'as un attachement au produit qui est différent. Enfin, comment tu vois, est-ce que tu vois où je veux en venir? Ma question est un peu tarabiscotée. Je pense que je vois où est-ce que tu veux en venir, parce que est-ce que c'est par rapport à ma fierté de chef pâtissier de faire de l'industriel? Non, mais complètement, mais en même temps, il y a ce côté aussi où je suis. Donc, c'est sûr que en tant que chef pâtissier, ce que je fais aujourd'hui, les produits que je vends, bon ben, j'en suis fier parce que j'ai lancé une entreprise qui s'est développée et qui est successful. Mais le produit en lui-même, mon chapeau de pâtissier n'en est pas forcément très fier. En même temps, c'est pas facile de lancer un produit industriel et de le scaler comme ça. Donc mon côté business est fier de moi, mais mon côté chef pâtissier où je faisais des crocs en bouche et des pièces en sucre, bon ben c'est pas la même chose, c'est sûr, quoi. C'est pas les mêmes pièces, quoi. Mais en même temps, tu as réussi à rentrer dans le quotidien. Exactement. Sur les tables, j'allais dire des Américains. Est-ce que tu as une manière de savoir qui est-ce qui vous consomme? Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, principalement, notre plus gros marché, c'est les femmes, en fait, on va dire de 25 ans à 40 ans. Souvent, elles ont des enfants, mais en même temps, elles achètent le produit pour leurs enfants, mais elles prennent une bouchée avant et puis elles se disent « Ah mais non, mais c'est bon, ça, je vais le finir moi-même. » Donc, c'est un petit peu le marché qu'on a. Et maintenant, bon, bah, on est développé, on est vendu dans presque 5000 enseignes dans tout le pays. Et donc, on est la marque numéro 1 des desserts aux États-Unis. On appelle ça dans la catégorie du naturel. Donc, tout ce qui est les Whole Foods, tous les marchés haut de gamme. Bah, félicitations, c'est une sacrée aventure. Merci. C'est quoi ta plus grande fierté dans toute cette aventure entrepreneuriale? Ben, je pense que de pouvoir avoir 40 employés, d'avoir notre propre usine, les 40 employés, donc c'est la moitié des employés. Ces employés qui bossent dans l'usine, et donc je suis assez fier de pouvoir leur fournir un travail, et puis ça nourrit 40 familles, donc je suis assez fier de ça, quoi. Ouais, c'est génial. Et alors, du coup, tu disais que là, tu t'es retiré de la gestion opérationnelle de l'entreprise, c'est ça? Exactement. Donc moi, je me focalise sur les ventes. Donc on a une personne qui s'occupe des ventes, mais moi, à chaque fois qu'on a un meeting avec les clients, je suis là pour raconter mon histoire, ce qui est vendeur. Et donc, je me focalise là-dessus. Et en plus de ça, je suis sur le produit aussi. Donc, bosser avec notre équipe de R&D sur les nouveaux produits et s'assurer que le produit soit bon. J'allais te demander comment est-ce que vous gérez. Tu vois, moi, je suis dans le Colorado, donc en altitude. Oui. Moi, je reçois les petits pots Bombay de chez Bombay. C'est vrai? Du coup, bah ouais, on est en montagne. Donc, tu ouvres le truc, ça te fait toujours un petit... J'imagine que vous avez les altitudes, les climats, après vous êtes en chambre réfrigérée, mais toute la conception, enfin toute la fabrication se fait en Californie. Vous n'avez pas délocalisé dans d'autres endroits des États-Unis pour être plus près de vos non. Vos Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment gros pour pouvoir avoir plusieurs usines. C'est plus efficace de fabriquer tout dans une même usine. Ce serait mieux si on était dans le Colorado parce qu'on serait plus central, par exemple. Mais aujourd'hui, bon, on est là où on est. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fabrique tout ici et on a un distributeur qui vient avec un camion. Il remplit le camion 2 fois par semaine
et il part et il distribue ça dans tout le pays, en fait. Tu peux me donner une idée? Vous sortez combien? Vous fabriquez combien de pots par jour ou par On semaine? fait à peu près 250 000 pots par semaine. Waouh, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, parce que pour Donc, en réussir fait, à balayer tout le continent, c'est incroyable. ouais, non, c'est beaucoup de produits. Ouais. En fait, ce qui s'est passé aussi l'année dernière, c'est qu'on a investi dans une machine qui est venue de France d'ailleurs, parce que le savoir-faire pour ce genre de produit, il est vraiment savoir-faire en France, il est très réputé. Et donc on a acheté une machine qui est toute automatisée en fait. Avant, il fallait qu'on remplisse, enfin c'était vachement manuel. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et il y a tous les petits pots, ils sont faits automatiquement et emballés. Génial. Est-ce que il y a un conseil que tu pourrais donner, je sais pas, un truc que tu pourrais chuchoter à l'oreille de Chef Max de il y a, je sais pas, de 2009 qui arrive aux États-Unis ou de même encore avant, de quoi 2002-2003 quand t'es parti en Nouvelle-Zélande? Honnêtement, un conseil qui m'a vachement aidé, c'est écouter. Écouter les gens. On m'a toujours dit essaye évite de trop parler et écoute plutôt. Donc ça, c'était un bon conseil. Et donc j'ai toujours été assez ouvert aux gens autour de moi. Et parce que c'est vraiment là où je suis aujourd'hui, c'est pas parce que je suis enfin, c'est grâce aux gens dont j'étais entouré en fait. C'est donc cette famille, c'est Eric qui gère l'entreprise. C'est vraiment c'est pouvoir s'entourer de gens qui sont qui ont pu m'aider. C'est grâce à ça que je suis arrivé ici. Et donc c'est non, je suis assez je suis super fier de ces gens qui m'ont entouré. Ouais. T'es resté à l'écoute et Exactement. Et savoir s'entourer. Tu parles d'Eric, donc qui est le directeur général actuel de l'entreprise. Ça doit pas être facile quand même de lâcher les rênes un peu de son bébé, quoi, parce que j'imagine t'as mis tes tripes, ta sueur, pas dans les yaourts, mais dans l'entreprise. Bah, si Eric était là, il dirait mais Maxime il a pas lâché, hein, t'inquiète pas, il est toujours sur mon dos. Sur le papier, quoi, mais autrement. D'accord. Donc non, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais j'essaie de le laisser faire et c'est vrai que des fois c'est pas facile de laisser faire. J'imagine, ouais. Ouais, exactement. Donc faut prendre sur soi et des fois essayer de se retirer un petit peu. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est la gestion business. C'est quoi du coup le futur de Petit Pot et de Maxime en Californie? Une bonne question. Je me la pose aussi. Petit Pot, donc on va continuer à développer des nouveaux produits, continuer à grossir. Mais on est successful, mais en même temps on reste tout petit par rapport à l'échelle du pays. Aujourd'hui, on est très successful dans le naturel, dans les raw food et tout ça. Maintenant, la prochaine étape pour nous avec Petit Pot, c'est se développer sur le marché plus conventionnel, donc le mass market, donc tout ce qui est disons le Carrefour, quoi, le Safeway, tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut être successful là avec un produit qui est haut de gamme? Donc en gros c'est là où qui est pas donné. Exactement, c'est pas donné. Surtout pour des Français. Enfin en France Oui, c'est ça. un pot de crème, enfin c'est un pack de 6, ça coûte 3 euros, voire moins. Ici le petit pot il coûte 3 euros. donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire baisser les coûts pour pouvoir être successful dans une adoption de masse, quoi. Exactement. D'accord. Et comment est-ce que tu t'y prends pour arriver à ça? Donc on est en train de développer, donc ce qui coûte cher en fait dans notre produit, c'est le pot en verre. On utilise aussi des ingrédients organiques, des ingrédients super qualité, donc on va pas changer la recette, donc on veut toujours avoir des ingrédients super haut de gamme. Par contre, on est en train de développer un pot en papier, donc parce qu'on veut rester quand même assez vert et sustainable, on n'a pas envie de mettre du plastique partout. Ouais, exactement. Donc on vient de développer des petits pots en papier qui vont se lancer là sous les prochains mois, 3 prochains mois. Super. Donc en espérant que ça nous aide à nous développer dans le masse. Trop bien. Eh ben écoute, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Maxime d'avoir pris ce moment avec moi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un truc que tu aurais aimé ajouter? Vraiment, ce que je sais que je l'ai déjà dit 3 fois, mais c'est vraiment les gens qui m'ont aidé, qui fait la différence, quoi. Donc il y a Eric qui arrive en 2019 et
Et puis cette famille qui m'a vraiment tout donné quand je suis arrivé aux États-Unis. Ouais. Et comment tu l'as rencontré d'ailleurs, Eric? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Comment t'as su que c'était la bonne personne pour reprendre? Donc je pense qu'on s'est rencontrés dans un salon. À un moment, en fait, je cherchais un investissement et il bossait pour une boîte qui justement était avec ce fonds d'investissement. Et donc ils ont envoyé Eric pour faire une étude sur Petit Pot. Et donc il est venu ici et on s'est rencontrés. Donc ça s'est pas passé avec cette boîte d'investissement, mais Eric finalement il est resté. Excellent. D'accord. Donc c'est comme quoi il faut être en hyper vigilance à chaque instant parce que tu peux rencontrer ton futur collaborateur. Exactement. Et très bien. Merci beaucoup Maxime. Je te souhaite une excellente continuation. Puis hâte de voir ce que la suite réserve pour toi et Petit Pot du coup. Super. Merci Anne-Fleur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Maxime Pouvreau pour sa disponibilité et pour notre échange que j'ai trouvé très intéressant. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir sur Spotify, sur Apple Podcast ou encore sur les réseaux sociaux. Ça compte énormément pour nous afin de faire connaître notre travail. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait afin d'avoir une idée de ce qui nous attend la semaine prochaine. Je pense pas qu'au début, j'étais hyper inquiète. Enfin, je me suis dit, je vais aller faire mon suivi. Je vais aller voir ma gynéco. C'est elle qui m'avait accouchée. Donc j'avais un bon rapport. J'étais vraiment à jour dans tous mes suivis. Après, quand j'ai commencé à voir à la vitesse où ça allait, donc où elle m'a dit, on va faire une écho tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est sans mauvais quand même. Donc j'avais annulé mes rendez-vous de l'après-midi. J'ai fait cette écho. Après tout de suite, je pense assez rapidement, je me rappelle plus, c'est dans le jour qui suit, j'ai eu la biopsie. Donc on m'a fait tout de suite. Bon, ça commence à monter là. Et la biopsie, ouais, je pense que ça a pris 2 semaines en tout entre la première écho et les résultats de la biopsie. Alors les résultats de la biopsie, je me rappelle très bien parce que j'ai appelé ma gynéco un vendredi du bureau. Puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée et donc elle me répond Hello sweetie, avec son air très Hello sweetie, how are you? Et elle me dit je voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser passer un bon week-end. Et donc je dis bon ça sent pas bon. Et elle me dit no, can you come and see me? Bon, je dis ouais. Donc bon, je sentais que c'était pas bon si elle voulait que je vienne la voir. Donc j'étais au bureau, donc j'étais en pleurs. Mon mari est venu me chercher, donc j'ai été voir ma gynéco ce jour-là, donc qui m'a annoncé donc oui, les résultats étaient pas bons. Et en plus ils étaient double pas bons, c'est que donc c'était cancéreux et j'avais un triple négatif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis bien entendu à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye.